à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire. Je me présente, je m'appelle Suzy Caucase, je suis Senior Relationship Manager dans l'équipe institutionnelle chez Swissquote. Ça fait maintenant à peu près plus d'une année que je travaille pour Swissquote et j'ai une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier. Swissquote est une banque en ligne et avec notre plateforme, vous avez accès à plus de 3 millions d'instruments et vous pouvez trader donc sur plus de 60 bourses. On a donc une présence dans 3 continents et dans plusieurs pays, comme vous pouvez voir ici. Juste une petite note avant de commencer notre webinaire. Ceci donc c'est purement par titre informatif, éducatif et donc nous ne sommes pas là pour donner des conseils. Notre webinaire sera enregistré et va être mis dans notre chaîne YouTube français à partir de demain. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Super. Merci de nous recevoir. Avec plaisir, avec grand plaisir. C'est un sujet vraiment super important et super d'actualité et que beaucoup de monde se pose beaucoup de questions dessus. Vraiment, c'est l'indispensable, l'intégration des actifs digitaux dans un portefeuille. On vous écoute. Merci. Merci de nous recevoir, de nous recevoir. Effectivement, on est ravis d'être là. Là, on a créé la société Kryptonite Asset Management, ce qui est devenu Kryptonite Asset Management il y a à peu près 6 ans de ça. Et là, on l'a créé sur une idée. Et on l'a créé sur une conception en fait de l'investissement qui est simplement la résultante de ce qu'on a vécu ou ce qu'on a expérimenté par le passé. Moi-même, j'ai commencé ma carrière dans une banque privée à Genève, qui s'appelle Pictet. Je suis passé à Londres assez rapidement. Mes études, je les ai finies dans les années 90, donc en fait, c'est toute l'évolution d'Internet et puis des dot-com. Et puis ensuite, début 2000, la dot-com, la bulle dot-com, et puis tout ce qui s'en est suivi. Et en fait, à partir de ce moment-là, on garde un petit peu une mémoire de ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. La mémoire, elle est qu'à l'époque, dans la banque traditionnelle, on se posait toujours des questions. Comment j'investis dans Internet? Comment j'investis dans les dot-com? Qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, lorsque en 2017, j'ai été invité à participer à un advisory board d'un projet crypto qui était lancé à Macao de cette année-là, des amis californiens en l'occurrence qui avaient structuré un produit, j'y suis allé et puis il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première, c'est qu'il y avait ces entrepreneurs qui développaient des projets crypto. Alors, très honnêtement, moi, la crypto en 2017, ça ne me parlait pas du tout. J'y suis allé par pur intérêt, j'étais curieux, j'avais une question. Le narratif de l'époque, c'était finalement le Bitcoin qui va remplacer le dollar. Je n'étais pas très convaincu. Et d'ailleurs, on en reparlera, je ne suis toujours pas très convaincu de ça. Mais c'est un autre aspect. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que vous êtes en face d'une pléthore d'entrepreneurs, de développeurs, des gens tech, des codeurs, qui vous transmettent une espèce de passion avec une force incroyable et qui vous expliquent que finalement, cette histoire, ce n'est pas tellement une révolution, c'est une évolution. On est en train de parler d'une évolution, alors que tout le monde prend ce sujet sur la défensive en disant « mais on va m'enlever mon acquis ou mes acquis ou ce que j'ai ». Donc on a commencé, on a nourri cette idée de dire « c'est la même chose qu'il y a 20 ans ». On se retrouve exactement dans la même situation. On a des gens qui vous disent que Internet c'est épouvantable, que ça ne sert à rien. Moi, je me souviens très bien qu'il y avait une grande banque suisse, rouge et blanche et noire, qui, à la fin des années 90, on avait reçu une lettre, enfin tout le monde, on avait reçu une lettre comme quoi il était interdit d'utiliser sa carte de crédit sur Internet, donc online, sous peine de se faire résilier le compte
Et en fait, on se rend compte quoi? On se rend compte que 25 ans plus tard, les mêmes réflexes de certaines institutions, c'est exactement la même chose. On vous dit, si vous utilisez de la crypto, alors là, on vous met le code noir sur votre compte et puis on va vous empêcher d'interagir. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est en train de parler des mêmes codes, on fait les mêmes réflexes. Donc, la grande question qui vient maintenant, et celle qu'on va aborder dans le webinaire, c'est de se dire, comme on fait la même évolution, il y a peut-être une chance, voire même une probabilité, que l'évolution de cette classe d'actifs suive le même chemin qu'Internet. Et c'est pour cela que nous avons créé notre groupe qu'on appelle Kryptonite Wave, qui est l'association de deux sociétés. Kryptonite Asset Management, tout d'abord, c'est une société suisse que nous avons créée ici. Nous avons une licence de la FINMA comme gérant de fortune. Nous nous adressons aux investisseurs qualifiés et nous sommes rentrés en partenariat avec aujourd'hui celui qui est sur le point de nous absorber. Nous avons fait la demande à la FINMA, en l'occurrence, pour avoir une fusion des groupes. C'est un des plus gros gérants d'actifs numériques aux crypto aux États-Unis. C'est une société qui est régulée par la SEC, qui en fait une bête un peu particulière, puisque très tôt, Wave autant que nous ne nous sommes pas posé la question de savoir si on voulait interagir ou agir comme agent un peu électron libre. On venait tous de la finance traditionnelle. Et on s'est toujours dit, on fait quelque chose et on va le faire d'une manière régulée. Donc, on a demandé les licences nécessaires pour arriver dans cet écosystème et donc d'avoir cette espèce de véhicule qui donne un peu confiance, c'est certain, parce que quelque part, on s'adresse à des gens, à des investisseurs traditionnels, à des gérants de fortune, à des banques, à des family office. On est obligé de leur donner un message comme quoi on joue avec les mêmes règles qu'eux. Et on veut qu'on joue avec ces règles-là, et on n'est pas là pour faire quelque chose qui est complètement décorrélé ou antagoniste de ce qu'ils ont connu. D'ailleurs, je pense que vous avez vraiment touché un point très important, c'est que dans ce cas-là, pourquoi la banque et les finances traditionnelles, ils ont autant de réticence pour les assets digitaux et crypto-assets? Alors, moi, je pense que en fait, on est dans un système complètement normal. Parce que si on regarde la manière dont fonctionne un établissement financier, d'abord, on gère les risques. Et aujourd'hui, on gère d'abord les risques. Après, on gère les opportunités d'investissement et puis on essaye de faire en sorte qu'elles soient bien organisées. Je fais le parallèle avec ce qu'on avait vu il y a une vingtaine d'années. On avait un manque d'accès à ces véhicules d'investissement Internet.com, appelons ça la tech. On avait un manque d'accès, mais pas parce qu'on ne savait pas où c'était, on ne savait pas comment l'interpréter. Alors, la chance qu'il y a eu il y a 20 ans, c'est que très rapidement, ou même les sociétés étaient mises sur le marché par des banques d'affaires bien connues. Donc, vous aviez des instituts de recherche, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, enfin les usual suspects, comme on dit, vous donnez de la recherche et vous donnez l'interprétation de qu'est-ce que c'était. Donc, vous aviez cet élément de confiance qui vous disait, ah ben, si Goldman le dit, ça doit être juste, ça doit être vrai. Donc, vous aviez très rapidement cet élément de confiance en disant, je comprends ou je pense comprendre. Donc, en tant qu'intermédiaire financier ou en tant que gérant banque, je vais mettre mon message ou ce message en face de mes clients parce que je sais qu'il provient d'une source que je connais et dont j'ai confiance. Cette fois-ci, on a pour la première fois de l'histoire un phénomène assez intéressant. D'abord, c'est la première fois dans l'histoire des marchés financiers que vous avez une classe d'actifs qui est née du retail. C'est très intéressant parce que ceux qui ont commencé à utiliser et promouvoir la crypto-monnaie, ce sont des gens du retail. Et donc, vous avez des utilisateurs retail qui vous font passer un message qui grandit. L'utilisation, on va en parler, elle est exponentielle. Vous avez une véritable pléthore de gens qui commencent à s'intéresser, à utiliser. Vous avez des cas d'utilisation très importants qui commencent à apparaître. Et donc, vous avez cette
mouvance, en fait, cette évolution qui atteint aujourd'hui les institutionnels. Donc, les institutionnels, les analystes, les banquiers, enfin, c'est normal, vous avez vos appréciations. On vous demande de dire qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez approcher cette classe d'actifs. Ce sont des codes différents. Il y a 25 ans aussi, si vous aviez besoin d'avoir un fantastique analyste financier sur la technologie, toutes les banques d'affaires, toutes les grosses banques l'ont fait, vous aviez quelqu'un qui allait à MIT ou peu importe l'école, vous offriez une possibilité de venir travailler dans votre banque à New York ou ailleurs, vous trouviez des gens qui avaient cet intérêt, cette envie. Je veux devenir le responsable du département techno de Goldman Sachs ou JP Morgan ou peu importe laquelle, mais surtout les banques américaines qui effectivement correspondaient à cette espèce d'absolu but professionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des codes sociétals qui ont complètement changé. Et dans le décentralisé, dans le blockchain, ce sont des codeurs, donc les mêmes qui travaillent chez Microsoft ou chez Apple, les mêmes personnes, mais vous avez cette espèce d'esprit libertaire qui vous dit personne n'a comme ambition de venir travailler dans un groupe. Donc vous cumulez deux phénomènes. Un, le manque de repères de code. Deux, vous n'avez pas véritablement cette possibilité de dire on va engager quelqu'un qui va vous apprendre comment on fait. Donc du coup, nous, on s'est dit, nous avons cette utilité, nous devons être suffisamment grands, suffisamment solides pour pouvoir jouer ce rôle de conseiller. Nous ne sommes pas un groupe qui cherche à avoir des clients en direct, nous cherchons à être des partenaires, des banques, des gérants de fortune, des family office, toutes sortes de sociétés qui diffusent à leurs clients cette importante information sur l'évolution de la classe d'actifs crypto, blockchain, Web3, change de nom au fur et à mesure des utilisations. D'accord, parfait. Si jamais j'aimerais rappeler à nos utilisateurs, à nos participants, que vous pouvez poser des questions sur le chat. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a aussi cette manque de régulation, comme on peut dire, qui cause cette réticence aussi, à part cette manque sociétal, comme vous avez dit? Bien sûr, absolument. La régulation, d'ailleurs, on est dans un monde, alors la crypto, c'est né un petit peu de... Vous aviez d'ailleurs dans les premiers échanges en 2009-2010, vous voyez bien que la création de la crypto, c'était un petit peu le Woodstock de la finance. Vous avez des gens qui étaient contre le système, qui étaient anti-ci, anti-ça, enfin, vous avez un petit peu tout ça qui apparaissait. Puis très rapidement, aujourd'hui, bon, vous n'avez plus vraiment cette espèce d'anarchie totale sur le remplacement de la monnaie ou autre. Vous avez des gens qui, en fait, aujourd'hui, ce qui en reste, c'est quoi? C'est le blockchain, c'est la décentralisation, c'est l'esprit du token, c'est-à-dire qu'on va se financer pour faire des projets, on finance des startups avec des tokens au lieu d'avoir, on lève de l'argent sous une equity ou sous de la dette, on lève de l'argent en émettant des tokens. Et maintenant, ce qu'il y a de très important là-dedans, c'est que tout ça doit aller de consort avec ce qui existe déjà. On ne peut pas aller à l'encontre du système parce que c'est un pari trop grand. Parce que si vous allez à l'encontre du système, vous ne savez pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Donc, vous devez aller avec le système. Donc, il faut de la réglementation, il faut de la régulation, mais il faut de la régulation intelligente, si on peut dire, en ce sens qu'il faut aller dans une régulation qui plaise ou qui soit convenable pour tout le monde. Pour l'utilisateur, pour le développement, parce qu'il ne faut pas que la régulation tue le développement. Il y a un écosystème technologique qui est incroyablement dynamique, il ne faut pas le tuer. Il y a un écosystème qui vous permet de rationaliser et de changer la manière dont fonctionnent beaucoup de choses dans l'économie d'aujourd'hui, l'économie réelle. Vous avez des éléments qui ne peuvent pas être détruits. Et par contre, il faut que ce soit encadré. Il faut donner confiance, il faut avoir cette confiance. Les Européens, enfin la Suisse d'abord, les Européens ensuite, on met une réglementation en place qui aujourd'hui va avoir ses premiers effets. Les Américains sont, comme on le sait, encore en train de se poser la question de savoir comment ils vont le faire. À Hong Kong, ils ont, depuis le 1er juin, c'est-à-dire il y a quelques jours,
Ils ont mis en place des régulations qui vous permettent d'accéder à la crypto-monnaie en toute légalité sur des plateformes tout à fait ouvertes à Hong Kong, ce qui est d'ailleurs un phénomène très intéressant parce que vous aviez la Chine qui était totalement contre les crypto-monnaies pendant longtemps, et aujourd'hui, elles ont encouragé Hong Kong pour accéder sur cette crypto-monnaie et faciliter ces interactions. Donc aujourd'hui, nous, notre groupe, on veut vraiment faire comprendre ou essayer d'accompagner les investisseurs sur un point très important. La crypto-monnaie, ce n'est pas uniquement de savoir si on va remplacer le dollar ou le franc suisse ou l'euro avec une monnaie digitale qui va s'appeler Bitcoin ou un autre. C'est pas ça. C'était certainement ça le cas d'utilisation premier, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui intéresse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, nous, on a la chance d'être dans des pays où l'accès à la banque et l'accès à la monnaie n'est pas une question. On a des possibilités d'ouverture et d'utilisation d'un compte bancaire. Maintenant, il y a 80% des habitants de cette planète qui ne vivent pas dans un monde dans lequel l'accès à la banque ou aux services financiers est facile. Je ne veux pas dire normal, mais facile. Les pays émergents aujourd'hui, c'est 50% du PIB mondial. Donc, pour des pays qui ont une difficulté d'accès à la monnaie, l'Argentine va faire défaut probablement pour la xème fois de son histoire récente. Vous avez des pays dans lesquels l'alternative monétaire comme réserve de valeur est très importante. Donc, pour ce groupe de population-là, clairement, l'attrait d'avoir une monnaie facilement utilisable est très important. Et ça, on parle de réserve de valeur plus que d'autres choses. Et c'est le rôle principal, on le dit souvent, dans la crypto-monnaie. Je pense qu'il y a deux mondes. Il faut bien dissocier. Le premier, c'est le Bitcoin. Bitcoin, c'est une réserve de valeur. Appelons-le comme on veut. Or numérique, réserve de valeur, peu importe. Vous posez la question à quelqu'un qui a moins de 25 ans ou moins de 30 ans aujourd'hui, vous lui posez la question, est-ce que vous préférez avoir votre épargne en or ou en Bitcoin? Je vous garantis que la réponse, ce n'est pas la même que nos parents et c'est probablement pas la même que la nôtre. Il faut faire avec son évolution. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une phase, il y aura énormément de transmission de richesses d'une génération à l'autre. Il faut avoir les codes qui intéressent ceux qui vont recevoir cet argent. D'ailleurs, je pense qu'une des questions qu'on a reçues, ça va vraiment vous permettre aussi de répondre dans ce sens-là. Comment expliquez-vous que les acteurs institutionnels de la finance, Family Office, sont encore très réticents à investir ou proposer des investissements sur ce type d'actifs? D'ailleurs, j'ai eu le même cas aujourd'hui d'un client à moi qui me disait, quand je lui ai parlé de notre webinaire, que non, les crypto-monnaies, c'est pas pour lui. Moi, je suis traditionnelle. Donc, c'est exactement le pourquoi qu'on est ici et on vous entend. Merci de la question, d'abord. Et si je peux me permettre, je vais y répondre avec un exemple de ce qu'on a eu avec un family office qui effectivement a commencé par dire non, mais nous, on ne fait pas parce que nos clients ne sont pas intéressés. Moi, on leur a dit la chose suivante. Écoute, on pense véritablement que la première raison pour laquelle on dit non, mais nous, on ne fait pas, on n'encourage pas, eh bien, c'est parce qu'on ne connaît pas. Et puis, quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on ne prend pas trop de risques. Oui, on prend le risque que la personne ne soit pas très contente ou soit frustrée de ne pas recevoir le conseil qu'il cherchait à avoir. On ne prend pas trop de risques de dire non. Mais on le fait parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas les ressources à l'interne, on n'a pas l'habitude. Ça, c'est très important parce que je le vois en étant associé à un groupe américain. Les Américains ont cette faculté ou tendance ou habitude d'aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas. Et c'est une habitude, c'est un réflexe. Je sais que je ne peux pas être bon partout et c'est normal. Et je ne vais pas chercher à constituer des équipes où je vais vendre le concept que tout le monde est le plus fort dans tout. Je vais prendre de l'extérieur des éléments. On n'a pas
encore vraiment ce réflexe. On est toujours un petit peu persuadé que si on n'est pas capable de bien répondre à une question, on se met dans une position où on est perçu comme étant pas mauvais, mais pas suffisamment efficace. Et ça, c'est une grave erreur, parce que justement, ça vous fait exactement comme la personne qui nous pose cette question, on se retrouve dans une situation où on préfère dire « Ah, mais ça, je sais pas ». C'est l'envers du bon sens. Donc, c'est pour ça que nous, entre autres, mais nous, on s'est dit, on n'est pas, bien sûr qu'on est intéressé à ce que les gens investissent avec nous, ça va de soi, mais notre approche, c'est pas de dire, je vous donne un conseil, mais à condition que vous m'achetiez des produits. Non, on est avec vous parce qu'on sait que vous allez avoir des demandes. On le sait, c'est une évidence. Quand, on verra. Mais donc, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut avoir des bons conseils. Et pour avoir des bons conseils, il faut avoir des gens qui sont là-dedans toute la journée. D'accord. Et pour tout ce qui est, cette fois-ci, connaisseur, on a une autre question qui dit que avez-vous des produits spécifiques que vous recommandez pour investir, dans quelle proportion, pourcentage à investir ces produits dans un portefeuille d'achat? Donc vraiment pour tout ce qui est connaisseur, pour ceux qui sont intéressés. Alors, d'abord, la jeunesse de notre groupe, la plupart de nos clients sont des gens issus de la crypto. Nous gérons aujourd'hui à peu près plus, donc le groupe Wave aux États-Unis gère à peu près plus d'1 milliard de dollars d'actifs. Nous avons une dizaine de fonds et nous gérons de l'argent pour une vingtaine de protocoles. Qu'est-ce que c'est un protocole? Un protocole, c'est une société crypto. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On gère leur trésorerie. Ça veut dire que vous avez une crypto, ADA, Matic, Atom, ça parlera à ceux qui s'intéressent. Eux ont tous ce même problème, si on peut dire, c'est-à-dire que j'ai créé une société, j'ai émis des tokens pour me financer, on est dans une logique de tech tout à fait standard, et puis ces tokens-là, je vais rester dessus, je vais en avoir beaucoup, jusqu'à ce que mon projet arrive à maturité. Mais ça peut prendre du temps. Un projet, ça ne se fait pas en 2 minutes, ça se fait en 5, 6, 7, 8 ans. Pendant ce temps, ceci constitue votre trésorerie. Donc nous sommes devenus des spécialistes de gérer cette trésorerie en token. Donc nous avons en fait utilisé tous les outils qui sont à notre disposition, Decentralized Finance évidemment, les dérivés qui sont de plus en plus populaires dans cette classe d'actifs aussi, pour arriver à générer du rendement. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'on a des produits un peu plus spécifiques, je fais le chemin et je réponds à la question. Par exemple, nous, on s'est, avec une discussion avec des mineurs de Bitcoin, avec des détenteurs d'Ethereum, on a la chance de gérer de l'argent pour des gens qui étaient là très tôt, qui ont créé certains de ces protocoles que je mentionne. Et eux me disaient, je souhaiterais avoir une détention et un rendement. Donc, c'était très important et on en a fait des produits, des fonds, où au lieu d'avoir, si vous voulez, un tracker, vous prenez un produit, vous avez le même risque sous-jacent parce que vous détenez la même chose, mais on va vous générer du rendement. Et comme c'est une classe d'actifs qui par période est extrêmement volatile, ça on l'a bien remarqué, vous arrivez à générer des rendements de l'ordre de 1,5% par mois en ce qui concerne le produit du Bitcoin, qui vous permet de générer du rendement. Alors, le mineur de Bitcoin est content parce qu'il minimise la quantité de tokens qu'il va vendre, et l'investisseur traditionnel s'y retrouve aussi parce que plutôt que d'avoir du Bitcoin et d'attendre qu'il s'apprécie en valeur, chaque mois qui passe, il retire un petit peu sa valeur investie. Donc, il réduit son risque de manière systématique. Donc, on a des produits comme ça que l'on fait et qui sont tous issus du même panier, si on peut dire, le panier de ceux qui avaient des désirs ou des besoins spécifiques issus du monde de la crypto, où on l'a traduit en produit pour l'offrir à des investisseurs traditionnels. D'accord. Et quel a été le success rate, entre guillemets, donc parce que vous avez dû avoir des clients qui sont connaisseurs, comme on a dit, qui sont moins connaisseurs et qui viennent prendre votre avis.
et vos conseils sur les investissements. Quelle a été, surtout par rapport à la volatilité des marchés, quelles a été vraiment les remarques de vos clients par rapport à ça? Et est-ce que ça a refroidi? Est-ce que ça a rapproché? Peut-être ça a donné plus d'intérêt aussi? Comment ça a été aperçu un petit peu? Alors, la manière dont on voit ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que aujourd'hui, et peut-être depuis, je sais pas, peut-être depuis une année, 2 ans, ça dépend de. Nous, on pense qu'il est autant déraisonnable de ne pas avoir d'exposition crypto que d'en avoir trop. Parce que il faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, il faut pas. Nous sommes effectivement dans une classe d'actifs qui est très volatile. Pourquoi volatile? Parce que c'est une classe d'actifs qui est en devenir. Vous avez aujourd'hui 30 000, 35 000 différents tokens qui existent. C'est un nombre considérable. Mais vous aurez certainement 4-5% de ceux-là qui seront des projets avec une utilité et qui continueront et qui progresseront à l'avenir. Mais ce n'est pas différent dans la tech d'il y a 20 ans ou aujourd'hui. La seule différence que vous avez véritablement, et ça il faut bien le comprendre, la crypto, les tokens aujourd'hui, c'est du private equity listé. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous investissez dans un private equity, c'est privé. Donc vous ne voyez pas comment se passe ce que fait la société sous-jacente avant qu'elle devienne publique. Il se passe généralement plusieurs années. Ensuite, vous avez une banque d'affaires qui va mettre cette société sur le marché et puis elle va devenir publique à un prix, peu importe le prix, mais à un prix qui va être celui de son entrée en bourse. Qui d'ailleurs, on ne saura pas vraiment quel avait été le prix des différents rounds de financement. Donc on part du principe, on arrive à un niveau là où on commence à être visible sur la société rentrée en bourse. Dans la crypto, c'est là où il faut bien dissocier le Bitcoin du reste. Le reste, c'est de la tech. Ce sont des projets, ce sont des gens qui avaient des idées, qui ont souhaité les développer et qui se sont dit, je vais lever de l'argent. Mais parfois, c'était souvent des petits montants. 1 million, 10, 15 peut-être, mais des fois plus, des fois moins. Dans un monde aujourd'hui de la finance actuelle, si vous avez un produit et que vous cherchez 50 millions de dollars, vous le trouvez. Si vous cherchez 1 million de dollars, vous ne le trouvez pas. Parce que vous êtes trop petit, parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas la capacité, etc. Toutes les bonnes ou mauvaises, mais toutes les raisons qui sont généralement mises en avant. Donc, cette collection, cette population de développeurs s'est mise ensemble en disant on va émettre des tokens. Mais ça reste de l'investissement privé, ça reste des startups, ça reste des sociétés qui sont en devenir. Donc vous avez cette fameuse période de 5-6 ans qui avant était privée. La grande différence, c'est que dans la crypto, elle est visible parce que vous êtes coté sur des bourses crypto, mais vous êtes coté depuis le premier jour. Mais évidemment, alors vous avez des volatilités qui sont démentes. Donc, vous devez dissocier d'une manière extrêmement fine qu'est-ce que vous mettez dans des projets nouveaux qui ont une volatilité extrême, qui s'apparente totalement à du private equity. Et plus vous allez vers des protocoles ou des projets, on va dire, plus matures, là, vous avez effectivement, vous retrouvez un peu moins de volatilité, toujours, parce que c'est de nouveau une technologie en devenir. Même Ethereum est extrêmement volatile, parce que Ethereum, c'est donc la deuxième crypto-monnaie aujourd'hui, mais n'oublions jamais que c'est de la tech. Et celui qui me dit toujours « Ah, mais moi, je vais faire un portefeuille de crypto statique et je vais rouvrir la boîte dans 5 ans, ou dans 10 ans, je lui dis « Peut-être. » Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous étiez à la fin des années 90, que vous achetiez 5 sociétés technologiques, vous achetiez quoi? Yahoo, Netscape, AOL, Microsoft peut-être, Alta Vista, ou peu importe laquelle était, WorldCom.
la plupart sont mortes. Donc, vous ne pouvez pas approcher un investissement dans des classes d'actifs qui, par essence, sont volatiles. Mais la volatilité, c'est aussi la possibilité d'un rendement. Une classe d'actifs pas volatile, c'est une classe d'actifs qui n'aura pas de rendement. Exact. Exact. Alors, vous dites donc Bitcoin, c'est un autre monde. Tout le reste, c'est un autre monde. Oui. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui vous disent aussi, oui, mais moi, c'est pas pour moi la monnaie d'échange que j'aimerais faire. Je préfère de nouveau les traditionnelles monnaies d'échange. Est-ce que, au final, c'est une monnaie d'échange ou pas? Donc, une monnaie d'échange en termes de monnaie. Exactement. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi finalement une monnaie? Parce que pendant des années, on fonctionnait avec du troc. On troquait. Exact. Donc là, maintenant, on peut se poser la question. C'est intéressant. On dit, bon, alors, est-ce que la monnaie, c'est une monnaie d'un gouvernement, une monnaie nationale, ou c'est un objet de valeur qui me permet d'échanger? C'est assez différent parce que moi, j'ai toujours cette question qui me tourne à l'esprit quand on me dit d'ailleurs, ce qu'on entend souvent, on dit, ah mais c'est pas une monnaie, on peut rien en faire. C'est pas comme l'or. C'est amusant, parce que l'or, c'est pas une monnaie gouvernementale, ce que je sache. Et l'argent non plus. Et puis le kilo de sucre non plus, puis etc. Enfin, on va prendre tous les exemples qu'on veut. Mais il y a effectivement cette notion de dire, c'est pas une monnaie émise par un gouvernement. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Comme je le disais, c'est un actif de valeur, comme pourraient les être les actions Nestlé, comme peut être n'importe quoi. Ce sont des papiers valeurs, ce sont des titres qui représentent une certaine valeur. Après, chacun peut s'interpréter ou pas sur la notion de est-ce que ça vaut quelque chose ou est-ce que ça vaut rien. C'est une appréciation que chacun pourra se permettre de faire. Mais celui qui dit c'est pas une monnaie nationale, donc ça vaut rien, par définition, c'est faux. Maintenant, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on me dit toujours, oui, mais c'est pas comme mes investissements traditionnels parce que la crypto, je peux rien en faire. Moi, là aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je dis toujours à quelqu'un, vous avez des actions de Nestlé, vous avez des actions de Suisse Road peut-être, et vous allez vous acheter une voiture ou peu importe, vous allez acheter quelque chose dans un magasin, si vous arrivez avec votre certificat d'action de Nestlé, on ne va pas vous donner votre voiture. Exactement. Bon, alors vous allez faire quoi? Vous allez vendre l'action puis vous allez le payer. Très bien. Et encore, avec le Bitcoin, on peut payer dans certains endroits. Voilà, exactement. Petite parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse hyper intéressante parce que la seule chose qu'on a fait dans toute cette histoire, finalement, vous voyez, vous avez PayPal. PayPal, ils le disent publiquement, ils ne s'en cachent pas, ils ont la crypto sur leur plateforme. D'accord? Bon. Donc vous pouvez convertir des cryptos en temps et en heure où vous faites votre achat avec votre carte Visa via PayPal. Donc vous faites du change instantané. Vous changez une fraction de Bitcoin quand vous payez avec votre carte Visa. Mais ça, c'est de l'utilisation. Je vais m'acheter une montre ou un stylo ou peu importe, je vais convertir à ce moment-là la valeur de ce que j'ai acheté. Beaucoup de gens nous disent oui, mais c'est trop volatile pour pouvoir acheter, pour pouvoir prévoir son achat. Alors, bon, ok, mais après, c'est une question de planification. Si vous vous dites à cet instant T, là maintenant, j'ai besoin de 4000 francs pour acheter quelque chose, je les ai sur mon compte crypto, je les vends, ça m'a pris une seconde depuis mon téléphone. Je peux donc aller acheter ce que je veux avec ma carte. Il y a un lien, il y a une relation aux gens qui est extraordinairement rapide, instantanée, si on peut dire, avec ce que l'on détient et ce que l'on souhaite dépenser. Et le canal de transmission des deux, il est aujourd'hui immédiat. Et c'est pas pour rien que le taux de croissance dans les actifs numériques, dans l'utilisation des crypto-monnaies, c'est un phénomène de pays émergents.
Mais c'est évident. Les pays émergents sont l'exemple par définition qui démontre à quel point la technologie change les vies. Et change les vies. Vous avez des pays entiers en Afrique, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'ils doivent faire face à une monnaie non convertible, non transmissible. Le papier est systématiquement dévalué. Vous avez des contraintes qui sont logistiques, physiques, de distribution, d'acheminement. Bref, vous avez tout ce que vous voulez. Tout d'un coup, vous avez des gens qui font la même chose qu'avant. Le commerçant, il fait du commerce. Le médecin, il soigne. Ça ne change rien. Tout ça ne change rien. Et tout d'un coup, vous avez fluidifié les flux instantanément grâce à des actifs digitaux. C'est formidable. C'est formidable. Je donnerai encore un exemple pour montrer à quel point la crypto-monnaie, la décentralisation, le blockchain a des utilités sociétales phénoménales. Nous avons comme partenaire très important chez nous une blockchain qui s'appelle Cardano. Et puis, cette blockchain, dont son fondateur, Charles Hoskinson, a souhaité faire a souhaité être la digitalisation de l'Afrique, en sens de donner des identités numériques aux pays africains. Il a commencé à faire cet exemple avec l'Éthiopie. Et le gouvernement éthiopien est devenu un partenaire pour développer un blockchain. Pourquoi on parle de ça? Une toute petite fraction de la population en Éthiopie a la chance de pouvoir aller à l'université. C'est de l'ordre du %. Eh bien, une fois que les étudiants ont obtenu leur diplôme, c'est quel est leur principal problème? C'est de démontrer aux futurs employeurs que leur diplôme est vrai. Et c'est la même chose pour les cartes d'identité, et c'est la même chose pour les passeports, et c'est la même chose pour le permis de conduire, ce que vous voulez. Savoir que c'est vrai. Vous avez la possibilité, grâce au blockchain, à la décentralisation, d'avoir une triangulation entre celui qui émet le papier, celui qui le reçoit et celui qui le vérifie. Avec votre téléphone, vous avez la possibilité de démontrer à votre employeur que vous êtes vraiment issu de cette université. Si ce sont des applications simples, mais si ça, ce n'est pas une application sociétale positive, je ne sais pas de quoi on parle. Et de me dire que ce n'est pas quelque chose qui est utile, moi je pense que c'est absurde. Je pense que c'est absurde. Tout à fait. Mathieu, des remarques ou... Ça va, merci. Moi, je trouve que Florian il couvre le sujet parfaitement. Je pense qu'il y avait des autres questions, peut-être qu'on peut. Je pense que ça va. Ouais, en fait, il y a. On sait que. Enfin, c'est dit qu'en 2030, il y aurait pour 450 milliards de dollars de transactions par année sur les smart contracts. Il n'est pas négligible. Pas du tout, oui. Ouais. Donc, c'est quelque chose que, comme Florian a dit, je pense que les gens ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir une petite exposition pour quelque chose qui a un potentiel si immense. Non, on peut dire aussi finalement qu'est-ce que c'est que le smart contract. Parce qu'on dit toujours ah oui mais le smart contract c'est qu'est-ce que c'est en fait? Le smart contract, c'est ce que dit Mathieu, c'est ARK Invest qui a sorti ce chiffre assez colossal. En 2030, 450 milliards de revenus par année, c'est gigantesque. C'est gigantesque, ça donnerait une valeur d'entreprise de plus de 5 milliards en appliquant des métriques classiques. Et ça veut dire quoi? Un smart contract, ça veut dire quoi? Si vous et moi, on est d'accord sur quelque chose, on fait du commerce ensemble, très bien. On va mettre ça dans un contrat sur une chaîne, sur un blockchain, où les étapes vont être définies à l'avance. Vous fabriquez quelque chose, vous me le livrez à tel endroit, à telle heure. Si c'est conforme à ce que vous m'avez livré à telle heure, je vous le paye, mais j'ai déjà mis l'argent dans le contrat. Donc, si vous voulez, les deux parties ne peuvent plus reculer et ne peuvent plus changer les termes si les termes sont conformes. J'ai donné l'exemple, ça, je trouve ça fascinant. Vous avez par exemple des smart contracts qui sont utilisés dans des contrats de commodité, donc matières premières,
entre, par exemple, le Vietnam et le Nigeria, deux pays qui n'ont ni monnaie convertible, ni transmission d'argent, qui doivent passer, généralement, ça prend 15 jours pour régler un contrat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans un smart contract. Une fois que c'est exécuté en secondes. Mais la marchandise, ça ne change rien. La marchandise, elle va toujours au port ou au camion ou sur un train, elle est toujours inspectée par SGS, il y a toujours le même certificat, il y a toujours le même chemin qui se fait. Ça ne change rien. Mais ce qui change, c'est que vous ne prenez plus en otage celui qui produit. Et ça, de nouveau, c'est phénoménal. Parce que, sans vouloir stigmatiser quoi que ce soit, mais lorsque vous avez, dans un système financier, quand vous avez plus d'1 trilliard de dollars d'encours, en toute heure, vous avez plus d'1 trilliard de dollars d'encours. Vous pouvez faire le calcul. Un jour de retard sur le paiement ou un jour de délai sur le paiement, ce sont des frais énormes. Mais qui bénéficie de ces frais? Ni le producteur et souvent pas l'acheteur, mais pas le producteur. Et le producteur, ce sont généralement des personnes dans des pays en développement qui ont besoin d'avoir des outils dans lesquels ils contrôlent, où ils ont une transparence sur ce qui se passe. Ça, c'est quand même la genèse du blockchain, de la décentralisation et de cette transparence qui a été faite. Parfait. Écoutez, on a d'autres questions qui arrivent. Donc, la première, c'est la désintermédiation et décentralisation implicite des cryptos ne met-elle pas en danger le business model des grandes institutions financières comme les banques et les prestataires de paiement? Alors, la réponse, en fait, c'est oui, évidemment. Mais, vous savez, la question, elle est absolument pertinente. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose, une fois de plus. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vécu avec Internet et ce qui s'en est suivi. Les institutions financières classiques, il ne faut pas non plus tout dépeindre. Il n'y a pas le bon et le méchant, ou les bons et les méchants. C'est un système évolutif qui fait que les grandes banques ou les institutions financières classiques ont évidemment cet avantage très important qui sont omniprésents dans toutes les classes d'actifs, dans toutes les démarches commerciales, dans toutes les démarches transactionnelles, opérationnelles, logistiques, ils sont là. Mais ce ne sont pas des établissements qui ont, on va dire, comme nature, comme ADN, de tester rapidement un peu toutes les nouveautés et puis les startups et puis ce qui va se faire et ce qui ne va pas se faire. On va vite essayer ça, puis ça ne marche pas, on fera autrement. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une logique. Les startups font de la startup. Les pilotes, les tests pilotes font des tests pilotes. Les fabricants de voitures font des crash tests. Et puis tout le monde font des choses qui sont à être utilisées graduellement. C'est exactement ce qui s'est passé depuis, on va dire, les 2-3 dernières années. C'est une évidence. On observe, on regarde, et vous allez voir, et moi j'en suis absolument convaincu, que le système aujourd'hui, dans les systèmes développés, attention, les États-Unis par exemple, je suis assez persuadé, si je vais donner un pronostic de qu'est-ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est que le marché américain va faire sortir les acteurs qui n'ont pas vraiment envie de voir sur leur marché, pour toutes sortes de raisons. Je ne rentre pas dans le débat, des acteurs étrangers, des acteurs cibles, peu importe. D'ailleurs, la question suivante aussi qui va avec, est-ce que ces sociétés, ces institutions n'ont-ils pas d'intérêt à s'opposer à l'émergence de crypto et comme vous dites, donc pour les États-Unis? Alors, tout à fait. Mais maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la Chine d'abord, les États-Unis ensuite, tout le monde a essayé de faire disparaître la crypto. Tout le monde. La Chine, ils ont fait quoi? Ils ont banni les mineurs, les traders, les détenteurs, les acheteurs, les vendeurs. Ils ont banni tout le monde. Ils ont fait ce qu'un pays avec autant d'autocratie peut le faire. Ils ont dit, tout est interdit. Aujourd'hui, après des années de lutte, ils représentent toujours 20% des mineurs de Bitcoin dans le monde.
Ça veut dire qu'ils n'ont pratiquement pas bougé. Et maintenant, ils sont en train de faire ils sont obligés de faire machine arrière via Hong Kong pour dire, bon, ben d'accord, alors vous avez le droit de le faire, mais via Hong Kong. Les États-Unis ont essayé, bon, ils ont fait. Mais les Américains sont aussi face au paradoxe américain, parce que d'abord, c'est pas les États-Unis, c'est pas un pays, c'est une collection d'États avec des règles et des indépendances qui sont très fortes. Vous regardez ce qui s'est passé dans l'État du Texas, vous avez des lois qui ont été passées, vous avez la légalisation de l'utilisation du Bitcoin, vous avez des lois qui protègent les mineurs, vous avez des lois qui protègent ceux qui font des transactions, des exchanges, vous avez des banques, Kraken qui a une licence bancaire, je crois au Wyoming, vous avez des mineurs dans plusieurs États, le Montana, l'État de New York, vous avez des sociétés entières dans la technologie californienne qui sont liées directement et indirectement. Donc vous avez déjà ce contraste énorme entre l'État fédéral et puis les États. Donc, pour répondre très directement à la question, on fait le détour comme d'habitude, c'est de dire, en fait, oui, ils ont un intérêt à ce que ça disparaisse. Mais quand on ne peut pas faire disparaître, ben on fait avec. Et si on doit faire avec, ben autant que ce soit soi-même qui le fasse. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va écarter les acteurs qui ne sont pas les bienvenus selon les critères américains, et vous allez avoir les acteurs classiques qui vont prendre le marché. Et mon pronostic, vous avez beaucoup de banques qui vont être là-dedans. Si je devais faire mon trio de tête, ça serait évidemment Goldman Sachs, JP Morgan et probablement Morgan Stanley. Pourquoi ces trois noms? C'est pas que je les aime plus que les autres, ou moins que les autres, c'est que ce sont des banques qui ont cette caractéristique d'être des banques entrepreneurs. Vous avez des banques qui ont cette faculté historique de créer, d'inventer et de développer. Alors que vous avez d'autres institutions, et ce n'est pas une critique, c'est un fait, vous avez des institutions qui sont beaucoup trop grosses, beaucoup trop étendues sur par exemple, Bank of America, Wells Fargo, ce sont des banques qui ont des milliers et des milliers d'agences avec des gens partout. Vous ne pouvez pas contrôler une telle organisation en disant ah ben on va être entrepreneurial et on va créer. Donc oui, ils ont un intérêt très clair à faire en sorte que ça disparaisse. Non, je pense qu'ils n'y arriveront pas et ils le savent parce que les autres n'y sont pas arrivés. Les autres n'y sont pas arrivés. Vous ne pouvez pas faire disparaître quelque chose qui, par définition, peut déménager en 3 secondes et demie. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé maintenant de dire, OK, alors puisque ça ne va pas disparaître, quelles vont être les règles les plus utiles pour qu'on y arrive, pour qu'on arrive à tous finalement bénéficier de ça. Parce que les Américains, il y a une chose qui est très claire dans leur façon de voir les choses, c'est que s'il y a un intérêt, ils vont le faire. C'est pas des philanthropes, ils ne sont pas là pour faire de l'idéalisme, ils sont là pour faire du capitalisme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un fait. Donc si ce phénomène-là, on arrive à dire, en fait, on a un très grand avantage à dominer le monde du blockchain, de la crypto-monnaie et des actifs digitaux au sens large, ils le feront et je pense qu'ils vont le faire vite. Parfait, merci beaucoup. Pour résumer, alors, crypto ou pas crypto? Alors, tout simplement. Alors, crypto très clairement, mais crypto dans son sens large. Il ne faut pas confondre. Crypto, c'est pas, on a dit, crypto, c'est pas de la monnaie. Crypto, c'est un concept, c'est une manière d'approcher, de voir, de se construire. Et je donnerai juste un dernier chiffre en conclusion, qui moi me fascine, parce que vraiment ça me fascine. La crypto, les actifs digitaux, c'est très imbriqué avec le monde des jeux en ligne, des gamers. Il y a 3 milliards de gamers au monde. 3 milliards. C'est une industrie des plus croissantes. C'est absolument pharaonique les chiffres qu'on peut avoir sur cette industrie. La crypto, le Web 3,
c'est la monétisation des objets virtuels qui sont utilisés par les gamers. Alors moi, si j'étais un épicier, et puis qu'on me dit que j'ai 3 milliards de clients, et que ce que je fais, ça n'intéresse personne, j'ai de la peine à croire. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tous les conseils, tous les feedbacks. Merci d'être là. Merci. Merci à vous tous.